Jean-Louis, j'avais vraiment envie de t'interviewer parce que c'est toi qui as fondé la profession de médiateur. C'est toi également qui as imaginé l'ingénierie relationnelle. Et ce que je trouve manquant, c'est cette proposition du paradigme de l'entente et de l'entente sociale. Donc, j'avais vraiment envie de savoir comment tu en es venu à imaginer ce nouveau paradigme. Oui, je peux te répondre un peu de mots concernant ce qui m'a amené à imaginer le paradigme de l'entente. Et je te dirai aussi les conséquences sur la vie quotidienne. Ce qui m'a amené à imaginer ce paradigme, c'est en fait la relation entre la rationalité et ma recherche sur le sens de la vie en société. Pourquoi est-ce qu'on vit ensemble ? Pourquoi est-ce que l'on fait société ? Ce que j'ai voulu valoriser, c'est le constat que toute relation se fonde sur une entente, préalablement à tout. D'abord, on s'entend pour quelque chose. Et que pour que les relations au sein de la société soient de qualité, il est indispensable que les personnes sachent être libres. Oui. C'est là que ça se complique un petit peu dans la réflexion, parce qu'on a des habitudes de pensée. Ainsi, désormais, nous avons deux paradigmes qui se côtoient. Le paradigme du contrat, le contrat social, qui suppose un abandon par rapport à la liberté. Et celui de l'entente, qui suppose un enseignement spécifique, celui de la liberté justement. Soit on se dit qu'on doit renoncer, et ça c'est le contrat, on doit renoncer à une partie de la liberté, voire à la totalité de notre liberté, soit on se dit que l'on doit apprendre, et c'est une découverte, apprendre à être libre. J'ai voulu marquer la différence de paradigme sociétal. C'est comme ça que j'ai imaginé un nouveau paradigme. Ok. Il faut remonter un peu dans le temps, je dirais un peu beaucoup. Après la vie tribale sur la planète, des organisations se sont développées sur un modèle de domination-soumission. Il y en a beaucoup qui ont parlé de relations maître-esclave. Les modèles les plus répandus se sont fondés sur une légitimation de la souveraineté. Au XXIe siècle, avec l'évolution de la compréhension de nos fonctionnements, tu sais, la manière de recevoir de l'information, de traiter de l'information, d'émettre de l'information, il est devenu possible de définir ce nouveau paradigme. Parce qu'il en va d'une question de technicité, aussi et en premier lieu. Donc tu dis que le paradigme que tu as imaginé, celui de l'entente sociale, propose une société basée sur l'apprentissage de la liberté et des relations de qualité, contrairement à l'idée traditionnelle de renoncer à une partie de sa liberté pour vivre en société. Tu pourras en dire plus sur la réflexion que tu as menée pour en arriver à penser ce paradigme ? Il me faut tout d'abord parler un peu du cheminement de la civilisation humaine. Quand je dis un peu, voyons un peu plus qu'un peu. Antérieurement, donc, l'humanité s'est transmise un héritage culturel. D'abord, c'est passé par le pacte religieux, si on va faire très simple, sur une structure. Le pacte religieux, c'est une émanation du principe de souveraineté. Le chef de clan et de horde se réclame d'un droit divin. Entre superstition, mysticisme et violence, des dominations se mettent en place et trouvent des arguments de légitimité. Le pacte religieux impose une résignation et une soumission. Et l'idée qu'il y aurait quelque chose, naturellement, spirituellement, éternellement, quelque chose qui domine l'humanité. Précisément l'humanité, comme si toutes les autres formes de vie n'étaient pas concernées. Et comme si elle n'avait pas elle-même des aspects de conscience, de pensée. Toutes ces formes de vie auxquelles cette représentation est niée. Le pacte religieux, donc, impose une résignation et une soumission. On en connaît à proximité de nous sur la planète avec les religions monothéistes qui exercent encore des violences au nom de croyances que leurs zélateurs cherchent à affirmer plus authentiques en tuant au nom de la paix universelle. Les paradoxes ne manquent pas dans ce domaine-là. En résumé, ce qui caractérise l'organisation sociale dotée du pacte religieux, c'est l'acceptation fataliste. Depuis 300, 500 ans, le paradigme du contrat social a fait basculer les croyances superstitieuses, mais dans la réalité, il en est de même qu'avant, avec le pacte religieux. Ce pacte, ce paradigme du contrat social
fonde la légitimité de la domination sur une souveraineté illusoire, renforcée par des droits et des obligations qui enchaînent les individus. Ouais. Ce paradigme impose lui aussi un renoncement. En fait, on peut voir que c'est la même chose que le précédent, mais habillé différemment avec un côté laïque. Il consiste à préconiser la reconnaissance d'une fiction, là où c'était l'ami imaginaire, ici c'est le peuple souverain. En fait, le pouvoir est celui de ceux qui le représentent, ce fameux peuple souverain, peu importe que ses représentants soient choisis, élus ou imposés. Le contrat social est ainsi une conception qui tend à justifier une organisation hiérarchisée de la vie en société. Toi et moi, nous tous sommes héritiers d'un modèle de pensée primaire et primitif. Il faut y croire. Ni les Lumières, ni la Révolution française, ni l'instauration de pratiques de votation démocratique n'ont créé de rupture avec ce modèle. Fais le constat avec moi. Plus de 400 ans se sont écoulés depuis cette tentative d'innovation sociétale et politique due aux Lumières. C'est comme si, à notre époque, l'usage de la conscience et de la raison ne pouvait contribuer qu'à améliorer les aspects matériels de la vie et pas les rapports aux autres. Pas le système de gouvernance, pas les systèmes de décision. On n'aurait pas évolué de ce côté-là. Les façons de décider de la vie en société et d'une manière générale de tout ce qui concerne la relation à la vie, à la manière de vivre ensemble, restent sous l'influence de l'idée d'une domination nécessaire. Ton exploration de l'évolution des sociétés humaines nous fait passer du pacte religieux jusqu'au paradigme du contrat social. Tu as souligné que ces modèles se fondent sur une légitimation de la souveraineté et de la domination. Ce contexte historique met en lumière pourquoi un nouveau paradigme, celui de l'entente, est pertinent aujourd'hui. Pour autant, les auteurs du contrat social font autorité. Avec le modèle du contrat social, la vie en société est placée sous l'autorité de ceux qui se réclament de la souveraineté du peuple. Le postulat est très trompeur. Il part de l'idée que, par nature, l'humain serait libre. Et on en a même fait une déclaration. C'est trompeur. Parce que cette liberté serait à risque pour autrui, voire pour soi-même. Et en conséquence, il faut la limiter. C'est une conception négative de l'humanité. Soit l'individu est potentiellement naïf, agressif ou fourbe. Dès lors, pour vivre en société, selon cette conception, je dis bien négative de l'humanité, qui est soumise à l'idée de la tentation, de la diabolisation, l'individu doit renoncer à une partie de sa liberté naturelle. C'est à ce prix qu'il pourrait vivre en société. Il lui faut des systèmes de contrôle, d'empêchement et de protection. Oui, pour le coup, cette façon de voir est très limitée, en plus d'être très limitante. C'est vrai, j'y reviendrai. Je t'épargne la kyrielle d'auteurs, partisans et promoteurs de ce modèle qui bloque la réflexion rationnelle et l'imagination. Il faut aussi bien comprendre qu'à l'époque où ce paradigme a été imaginé, on est au XVIIe siècle, la culture était sous l'influence d'une représentation de la servitude comme donnée indissociable de l'organisation sociétale. Oui. Il faut bien voir qu'on est en pleine sortie d'un monothéisme fanatique, où en fait l'Inquisition brûle et torture. L'environnement culturel est à ce moment-là frappé par 1 millénaire et demi d'une pensée diversement déclinée, mais unique. Il y a différentes manières de concevoir le christianisme, issu du judaïsme, qui a donné également l'islam. Malgré les variantes, le postulat de départ est partagé. L'acceptation de la représentation de la souveraineté comme principe de base de toute organisation, depuis celle de l'univers jusque dans la vie intime, en passant par tous les aspects du corps social, cette acceptation faisait loi à l'époque. C'est ça. Le postulat de l'autorité naturelle est nécessaire pour faire pivot et justifier à lui seul le renoncement et la résignation. Le renoncement à la liberté et la résignation, la soumission à une forme d'autorité. Tu sais, ici, on aime bien diversifier notre manière de faire passer un message.
T'as peut-être une métaphore pour les personnes qui aiment bien les illustrations? Oui, bien sûr. Il y a une métaphore issue de la réalité. Au XVIe, XVIIe siècle, les penseurs qui se sont nommés les Lumières s'éclairaient à la bougie. Tu imagines l'ambiance. René Descartes lui-même prend l'exemple de la bougie pour expliquer son idée du cogito. La bougie, c'était pour s'éclairer. Maintenant, pour s'éclairer, on a d'autres moyens. Mais tu sais, pour améliorer les façons de s'éclairer, l'augmentation de la flamme, le changement de la cire, l'ajout de combustible a eu toutes ses limites. Pour faire évoluer l'éclairage, il a fallu changer de modèle de pensée. Il a fallu trouver une autre façon d'envisager l'éclairage. Il a fallu abandonner la bougie. Il est clair que passer de la combustion pour produire de l'électricité à la transformation de la captation de l'énergie solaire, ça suppose de nouveaux cheminements de la recherche. On est loin de la bougie, qui est bien valable, bien sympathique au moment des anniversaires. Les résultats ne sont pas du tout les mêmes. Ce que je te propose là, c'est quelque chose de ce genre. On n'obtient pas une façon plus évoluée dans les relations humaines en se fondant sur l'ancien modèle. Il faut changer de piste. Il faut changer de disque. Dans le domaine des relations, un changement de paradigme s'impose. La codification des codes de la loi ont leurs limites. C'est établi, c'est constaté. Il faut abandonner l'ensemble du modèle qui justifie les rapports à l'autorité. Ce n'est pas facile quand on est habitué à penser à partir d'une représentation, surtout d'une représentation fondée sur l'autorité de fonction. Attends, tu veux dire qu'il serait possible de vivre en société sans ces rapports à l'autorité? Oui, bien évidemment, vois-tu, les pensées, les habitudes de pensée produisent des entêtements. Sans s'en rendre compte, les entêtés se trouvent limités par leur imagination et leur compréhension des choses. Ils peuvent se dire que l'enseignement conduit à des renoncements parce que, perchés sur leur promontoire de certitude, ils sont à ce moment-là incapables de faire la différence. Ils professent la nécessité des renoncements parce qu'ils argumentent sur de multiples leurres avec des fictions juridiques comme l'autorité des personnes morales. Leur raisonnement s'appuie sur des illusions intellectuelles qui résultent des fantaisies théoriques que les penseurs élaborent à partir de leurs interprétations des héritages culturels. On en voit Maslow, on en voit Karpman avec le triangle dramatique, la pyramide des besoins. Donc, une approche disruptive est indispensable. C'est ainsi que j'ai conçu l'idée que la liberté s'apprend et s'enseigne. Ce n'est pas un droit suffisant. Il faut apprendre à être libre, apprendre pour soi, en soi, vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres, pour les autres. Cette idée a été pour moi un point d'ancrage. Comment être plus libre? Apprendre, ce n'est pas renoncer, c'est découvrir d'autres potentialités. Oui, c'est clair, le contrat social a manqué un progrès en son temps, mais il reste quand même ancré dans une vision hiérarchique de la société. On a vu que cette approche impose un renoncement à la liberté, qui est justement perçue comme dangereuse, ce qui limite les possibilités d'évolution de la relation humaine. Qu'est-ce qui est venu en premier dans ta réflexion? Oui, pendant des années, j'ai structuré un enseignement centré sur les relations intra- et interpersonnelles. J'ai créé un parcours de formation à la fois exigeant et accessible pour réguler les difficultés relationnelles. Alors c'est vrai que quand je parle comme ça, je ne parle pas de gestion des conflits. Pour certains, ça serait nécessaire d'aborder ce genre de situation en disant gérer un conflit plutôt que de réguler les difficultés relationnelles. Je suis intervenu auprès des personnes considérées comme en grande difficulté d'intégration ou d'insertion sociale. Des chômeurs de longue durée, des délinquants, des sortants de prison. Oui. J'ai analysé les phénomènes de détérioration relationnelle, les conflits et toutes les sortes de différends, les litiges, les contentieux et les conflits donc. Je les ai catégorisés et en faisant cela,
j'ai vu apparaître un aspect qui était resté en friche, voire qui n'était absolument pas étudié par aucun spécialiste de quoi que ce soit. C'est comme ça que l'idée de l'entente a émergé. C'était l'inverse de la dégradation relationnelle, c'est-à-dire ce que j'ai nommé la qualité relationnelle. J'ai pris du temps à comprendre que le modèle que j'ai développé, le modèle des structures et interactions en communication, SIC, ce modèle-là permet d'identifier les invariants de la dégradation des relations et ceux de la qualité des relations. C'est-à-dire ceux qui font de la surenchère dans la dégradation relationnelle, et ça peut même être de la surenchère illusoire dans la relation de qualité, mais aussi dans les relations de reconnaissance. J'ai également imaginé travailler sur la diversification du langage, mais je reviendrai là-dessus. Ah oui, le paradigme de l'entente sociale est novateur. C'est ton expérience qui t'a conduit à élaborer ce paradigme ou ça provient d'une réflexion ? Oui, effectivement, c'est en faisant des liens entre mes diverses interventions que j'ai pu développer cette idée-là. C'est venu progressivement. Okay. J'ai identifié autrement les situations de conflit et de dégradation relationnelle. J'ai identifié ce que nous pouvons nommer les projets relationnels. Tu sais, un conflit, c'est pas une situation à gérer parce que c'est en fait, quand on parle de gérer un conflit, on n'en sort pas. Mais si on parle d'un projet relationnel, c'est-à-dire une relation qui s'est dégradée, c'est une relation qui nécessite de reformater, reformuler, reconsidérer, recadrer, repositionner un projet relationnel. Et ça change tout. Ça change tout quand on ne parle plus de conflits à gérer, mais de projets relationnels à clarifier, redéfinir. C'est un autre type d'intervention, une autre pratique. Et dans la même logique, j'ai fait le constat que ce n'est pas le contrat qui fonde les relations, mais en premier lieu, l'entente. Avant tout contrat, il y a une entente. À la lumière de cette approche, on peut comprendre que dans une dégradation relationnelle, ce n'est pas un contrat qui se dégrade, mais bien une entente qui se dégrade. Le problème, c'est qu'aucun des penseurs des Lumières, ni après, n'a imaginé comment intervenir sur l'entente. Autrement, qu'en gestionnaire des différends. Eux, ils ont pensé intervenir sur un contrat. Oui. Sur la lecture, l'interprétation du contrat. C'est-à-dire revoir, reimaginer ce qui avait pu être ignoré dans le passé. Et comme ça fait une réinterprétation de l'histoire. Or, c'est l'entente qui s'est dégradée. Et on travaille sur quelque chose qui est une conséquence. Le contrat n'est qu'une conséquence de la relation. Maintenant, justement, avec l'ingénierie relationnelle, on sait comment faire intervenir sur l'entente. Le contrat, je le dis bien, est une conséquence relationnelle, pas une cause. Je l'ai vu dans les médiations que j'ai réalisées et tous les médiateurs professionnels compétents en ont fait l'observation. Pour en arriver là, il a fallu que je m'affranchisse du vocabulaire gestionnaire des conflits. Tu vois, c'est grâce à cette rupture que j'ai pu définir les procédés aidant les personnes à structurer leur pensée, à trouver une issue à leurs difficultés relationnelles. C'est alors que, oui, j'ai pu concevoir le paradigme de l'entente sociale. Oui, j'ai vu ça avec maman. Tu as souvent rappelé que gérer quelque chose, c'est en réalité entretenir une fatalité. C'est l'entretenir et le promouvoir, ce qui est paradoxal concernant l'idée de mettre un terme à des conflits. En fait, tu as cherché à rendre cohérents les référentiels relationnels. J'ai été attentif, figure-toi, à l'universalité, c'est-à-dire à la logique dans toutes les relations humaines. J'ai déjà aussi démontré qu'il n'existe pas de conflit de valeurs. C'était un point vraiment important. Tandis que c'est ce qui est présenté, le conflit de valeurs, comme des gangrènes de la vie en société. Cette rigueur méthodologique apporte une garantie de l'enseignement et de l'appropriation, à la fois des outils de la qualité relationnelle et de la perspective de l'entente et de l'entente sociale. Ces outils ont aussi des applications dans tous les contextes du privé, de la vie professionnelle et dans tous les champs de la vie en société, y compris la participation à la vie politique. Ok. Ainsi, les personnes en charge de mandats politiques devraient se former non pas prioritairement à des aspects de gestion, comme ça se passe actuellement, mais à des aspects relationnels et de sens de la vie en société, au lieu d'en rester à des postures idéologiques qui véhiculent des erreurs de priorité.
Parce que la priorité, la vraie priorité de la vie, c'est la qualité de vivre. C'est l'entente avec les autres. C'est ça, le sens de la vie en société, dont on parlait au départ. Et alors on l'a mis sous un système d'autorité régulateur. Parce qu'on ne savait pas comment promouvoir l'entente et comment la retravailler. Maintenant, on peut savoir faire, on sait faire, et on peut l'enseigner. Tu as dû réfléchir aux concepts et aux outils qui seraient au service de cette idée, ou tu as développé tes outils et l'idée du paradigme s'est développée naturellement? Non, tu vois, j'ai pas le sens de la théorie. J'ai opté pour la pratique. J'ai rompu avec les idéologies. J'ai été sensible à des idéologies libertaires, notamment. Oui. Mon premier bouquin a d'ailleurs pour titre « Pratique de la médiation professionnelle ». C'est bien dire que je suis ancré dans la pratique et dans le pragmatisme, parallèlement à une étude des aspects concrets du fonctionnement humain. C'est pour ça que j'ai modélisé aussi les structures et interactions en communication. J'ai diversifié comme ça les techniques, j'ai pu identifier ce que je disais tout à l'heure, les phénomènes de surenchère, et puis j'ai développé une technique très très efficace qui sort complètement des modèles traditionnels d'aide, c'est l'haltérocentrage, savoir se centrer sur l'autre. J'ai aussi développé le processus structuré pour conduire des médiations, le raisonnement aporétique, la restitution de sens. D'ailleurs, j'ai écrit un dictionnaire spécifique, un dictionnaire encyclopédique de la médiation, qui est publié chez ESF Éditeur comme pratique de la médiation professionnelle d'ailleurs. Toutes ces techniques sont directement opérationnelles et intégrées dans de multiples entreprises, dans la fonction publique, l'industrie, le tourisme, la santé, le commerce, les relations internationales. Alors, concrètement, tu penses que ça va changer quoi dans la vie des gens? En combien de temps ça va se mettre en place? Quels moyens faudra-t-il utiliser? Et aussi, est-ce que ça concerne tout le monde? Bien évidemment, tout le monde est concerné. Ok. Il faut voir les choses dans une perspective d'enseignement. Le parcours de vie individuelle nous confronte toujours à de nouvelles expériences. Et parfois, elles nécessitent des actualisations, voire des reprises et des révisions. Oui, dès lors, les premiers moyens résident dans l'instruction. L'enseignement est une priorité, ainsi que la formation continue. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai nommé ingénierie relationnelle l'ensemble de la technicité associée à l'entente sociale. Cette matière peut trouver une place centrale dans les matières scolaires. Elle est désormais très clairement élaborée. Des établissements scolaires, ils font déjà appel, dans le privé, un peu dans le public, dans un projet qui pouvait paraître difficile à faire passer. Nous avons déjà bien des avancées. Nous sommes présents dans plusieurs pays francophones et tu assures déjà la transition dans les pays anglophones d'ailleurs. C'est ça. La vie en société, c'est piloter un projet qui se renouvelle en continu avec l'évolution de la conscience humaine et le sens que nous donnons à la vie. Tu as parlé de l'importance de l'enseignement de ces concepts. Comment penses-tu que cela pourrait être intégré dans le système éducatif actuel? L'intégration de l'ingénierie relationnelle dans le système éducatif pourrait se faire de différentes manières. Par exemple, en introduisant des cours spécifiques dès le plus jeune âge qui enseignent les bases de la communication et de la qualité relationnelle. À un niveau plus avancé, cela pourrait inclure des formations sur la prise de décision, la conduite de projet et la résolution des conflits, évidemment. Dans les programmes universitaires, en particulier pour ceux qui se destinent à des carrières en droit, en administration, en économie, en politique ou dans toutes les sciences de l'éducation. Pour conclure, tu as mentionné que ce paradigme pourrait changer la façon dont les politiciens sont formés. Tu pourrais en dire plus sur ce point? Bien sûr, bien sûr. L'idée est que plutôt que de former les politiciens à gérer les ressources ou à manipuler les lois, nous devons les former à comprendre et à améliorer les relations humaines. Ils pourraient montrer l'exemple. Ok. Ce qui est pour l'instant le cas, c'est que la citoyenneté montre l'exemple et l'entreprise aussi montre l'exemple et transforme le management et la gouvernance. Cela implique de rompre avec le principe gestionnaire et d'avoir une approche contributive. L'avenir est de s'écarter des systèmes d'autorité pour préférer une réforme des priorités éducatives qui met l'accent sur la qualité des interactions sociales et sur la recherche de l'entente.